Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le deuxième chapitre sur les mouvements de la Terre. Alors, le plan de ce chapitre se déroulera comme ceci. Nous allons dans un premier temps reparler de ce qu'on a vu en classe concernant l'alternance jour-nuit. Puis nous allons voir aujourd'hui la rotation de la Terre et ses conséquences. Et dans les futures vidéos, nous allons aborder la révolution terrestre et le phénomène des saisons, le phénomène des marées par la suite, puis la tectonique des plaques à l'échelle globale, puis enfin la structure et la circulation générale de l'atmosphère. Alors, nous avons eu en classe quelques graphiques qui concernaient l'alternance jour-nuit. Donc tous les matins, vous vous levez parce que voilà, le jour arrive. Et en fait, vous voyez déjà à l'échelle d'une année que cette alternance ne se fait pas toujours de la même manière ni sur les mêmes périodes. Et donc on a pu mettre en évidence en classe ces trois graphiques-ci. Le premier était celui de la Belgique, et donc on voit très bien que la durée du jour augmente en été et puis rediminue en hiver. Et donc les deux cassures qui sont sur les lignes rouges et jaunes concernent les changements d'heure qui se font en mars et en octobre. Ensuite, on a vu un deuxième profil qui est celui de Manaus au Brésil. Et là, on voit que en fait, la durée du jour et l'heure de lever, l'heure du coucher du soleil sont constantes tout au long de l'année. Donc la durée du jour est de 12 heures, quelle que soit la saison, car en fait, le soleil se lève à 6 heures et se couche à 6 heures du soir. Alors si on regarde le dernier graphique ici, c'est celui qui se situe au Groenland. Alors là on voit un graphique qui dans un premier temps nous paraît totalement désorganisé à cause des deux lignes rouges qui sont verticales. Mais en fait on se rend compte d'une chose, c'est si on regarde la ligne bleue, on voit que la durée du jour augmente de plus en plus jusqu'à atteindre un maximum de 24 heures. Car vous voyez que la ligne bleue stagne pendant un mois et demi à 24 heures, ce qui veut dire que dans cette région du monde, eh bien, il va faire jour pendant 24 heures, mais pendant une période de un mois et demi. Donc le soleil ne se couchera jamais pendant un mois et demi. Ok, alors cette alternance, pour répondre aux différentes questions qui sont sur la feuille, cette alternance est-elle toujours la même toute l'année? Mais en fait non, car en été la durée du jour, en tout cas en Belgique, est plus longue qu'en hiver. Et de quoi dépend cette période d'alternance? Eh bien c'est très simple, la durée est variable en fonction de la latitude. Vous l'avez vu, plus on monte en latitude, ici on allait vers le pôle Nord, plus on monte en latitude, plus la durée du jour est variable. Donc elle ne varie pas à l'équateur et elle est extrêmement variable, donc 6 mois, 6 mois de jour, 6 mois de nuit au pôle. Et elle est aussi variable du moment de l'année. Donc si vous êtes en été ou en hiver, eh bien la durée du jour ne sera pas du tout la même. Ok, on va passer maintenant à la rotation de la Terre, donc au point numéro 2. Alors, la rotation de la Terre a une caractéristique très importante, c'est qu'en fait, elle tourne sur elle-même, elle fait 360 degrés en 23 heures et 58 minutes. Alors, pourquoi pas 24 heures? En fait, vous savez que un jour, c'est la période successive entre deux points où le soleil est le plus haut dans le ciel. Deux points au midi solaire près, le soleil est le plus haut dans le ciel. Et ça, c'est 24 heures. Et donc en gros, si la Terre tourne sur elle-même, on voit qu'en fait, elle fait donc 360 degrés ici en 23 heures 58 minutes. Mais le problème, c'est que elle avance en même temps dans sa course autour du Soleil. Et donc vous voyez que quand elle aura fait en 23 heures 58 minutes 360 degrés, elle va former un angle par rapport à sa position juste avant. Et en fait, il va falloir 2 minutes. Vous voyez qu'en fait, elle n'est pas tout pile poil alignée. Si vous regardez la Terre maintenant, vous voyez qu'il faut encore 2 minutes en plus pour qu'elle soit de nouveau alignée pile poil par rapport au Soleil. Et donc, ça fera une période de 24 heures. Mais alors, elle aura fait un peu plus que 360 degrés. Voilà, ça c'est la définition du jour solaire. Ok, alors une autre caractéristique, c'est que en fait, elle tourne autour de son axe, mais son axe n'est pas à la verticale. Donc en fait, son axe est incliné de 23 degrés et 27 minutes, ou alors en écriture décimale 23,5 degrés. Donc si on représente le plan dans lequel tournent toutes les planètes dans le système solaire autour du Soleil, c'est ce qu'on appelle le plan de l'écliptique. Donc ça vient du grec, et l'écliptique donne son nom aux éclipses qui sont des phénomènes où les étoiles où les planètes se masquent les unes les autres. Alors vous voyez qu'en fait, l'axe de rotation de la Terre est incliné
donc voilà, de 23 degrés 27 minutes par rapport elle ne fait pas donc un angle droit par rapport au plan de l'écliptique. Et de plus, la Terre tourne d'ouest en est, c'est-à-dire que si on représente ici l'équateur, en fait elle va toujours tourner dans un sens particulier, c'est-à-dire que c'est toujours, par exemple, les Chinois qui vont voir le soleil se lever en premier, puis ce sera à notre tour, et puis enfin ce sera aux États-Unis de voir le soleil. Donc ils tourneront toujours d'ouest en est. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence? En fait, il y a trois conséquences. Bah, forcément, on a l'alternance jour-nuit, c'est ce qu'on a vu précédemment, mais en plus, on a l'aplatissement des pôles. En gros, qu'est-ce que c'est l'aplatissement des pôles? Bien, comme la Terre tourne sur elle-même, en fait, vous voyez que si on a une sphère parfaite et qu'elle commence à tourner sur elle-même, et bien en fait, la matière qui constitue la Terre va avoir tendance à partir un peu vers l'extérieur. Et donc, après un certain nombre de rotations, ben, la Terre a finalement adopté une forme de patatoïde, comme ça, un peu aplatie au pôle et un peu excentrée au niveau de l'équateur. Et donc, du coup, ça a comme conséquence que le rayon terrestre, donc si on part du centre de la Terre et qu'on va vers les pôles, eh bien, on atteint une distance de 6357 km, tandis que si on part vers l'équateur, donc du centre de la Terre vers l'équateur, on a environ 6378 km. Et donc, vous voyez qu'en fait, on a une différence de 21 km entre ces deux rayons-là. Donc, ça montre bien qu'on a un aplatissement des pôles dû à la rotation terrestre. C'est ce qu'on appelle un effet centrifuge. C'est pas une force centrifuge, donc il faut bien distinguer la force d'un effet centrifuge. C'est pas une nouvelle force qui est créée, c'est juste un effet qui tend à faire expulser les objets, la matière vers l'extérieur. C'est une des caractéristiques de tout objet en rotation, en fait. Alors la troisième conséquence, c'est ce qu'on appelle l'effet de Coriolis. Alors ça, c'est un des effets les plus difficiles à montrer, en tout cas à l'échelle terrestre. Pourquoi? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'effet de Coriolis? Bon, imaginons, prenez la Terre. Ça sera encore le plus simple. Vous connaissez maintenant la distance parcourue le long de l'équateur. Donc ça, vous le savez maintenant, le tour de la Terre fait 40 000 km. Mais si on monte maintenant à 60 degrés de latitude nord, eh bien en fait le parallèle sur lequel on va se trouver va faire une longueur d'environ 20 000 km. En fait c'est logique parce que plus on monte vers le pôle, plus on tend vers 0 km. Le tour de la Terre au pôle fait 0 km. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact par rapport à la rotation terrestre? En fait, c'est une conséquence liée à la vitesse. Les 40 000 km, si on le divise par 24 heures, ça nous fait une vitesse de 1667 km par heure. Donc à l'équateur, vous tournez à une vitesse de 1667 km/h. À 20 000 km, donc le long du 60e parallèle nord, si vous faites 20 000 km en 24 heures, vous allez tourner à de 833 km/h. Donc vous allez tourner quasiment deux fois moins vite, presque deux fois moins vite que si vous étiez le long de l'équateur. Alors ça a un impact très important, c'est-à-dire qu'en une heure, donc après une heure, la Terre va tourner selon les deux flèches oranges qui sont présentes à l'écran ici. Donc c'est-à-dire qu'on aura parcouru 1667 km en une heure le long de l'équateur et seulement 833 km en une heure le long du 60e parallèle. Et donc en fait, si deux lieux qui sont sur le même méridien, qui est symbolisé par cette flèche verticale, et bien en fait pour envoyer un colis d'un endroit à un autre, il va falloir suivre une trajectoire qui est, euh, qui est oblique en fait, qui est courbe. Alors, ça ne se marque pas très bien comme ça sur une figure fixe, c'est pour ça que j'ai réalisé des figures en 3D de la Terre qui tourne. Donc, pour bien comprendre l'effet de Coriolis, on va simplement utiliser le modèle 3D ici. Donc là, je me suis mis en hémisphère sud, vous voyez le continent antarctique qui est juste devant vous, et on va voir la Terre tourner sur elle-même. Et donc, ce que j'aimerais bien montrer, c'est le mouvement d'un corps qui va en ligne droite. Donc voilà, le petit tête de singe ici va se déplacer en ligne droite, pendant que la Terre va faire un demi-tour donc sur son axe de rotation.
Donc on voit très bien que le singe se déplace en ligne droite. Donc si on refait l'expérience, mais que cette fois-ci on fixe la caméra par rapport à la Terre, voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'en fait, le singe a l'air de se déplacer, mais plus en ligne droite cette fois-ci, mais a l'air d'être de tirer vers la gauche en fait. Donc on peut la refaire. Vous voyez qu'en fait, le singe va suivre cette courbe-ci. Et donc c'est en fait c'est ce que nous on voit. Vu qu'on tourne avec la Terre, en fait tout objet en mouvement dans l'hémisphère sud va être dévié vers la gauche par rapport à son mouvement initial. Et ce, peu importe la direction que vous prenez. Par exemple, les trois petites têtes de singe ici vont partir dans des directions totalement aléatoires, on va dire. Vous voyez que si on fixe la Terre, euh, voilà, mais sans tourner avec elle, on voit qu'en fait, ces singes se déplacent en ligne droite. Mais si on tourne avec la Terre, donc si on fixe la caméra à la Terre, voilà ce que ça donne. Vous voyez d'ailleurs les étoiles qui tournent autour du centre de l'axe de symétrie. Et donc en gros, les têtes de singe vont avoir une trajectoire oblique qui va tendre à être déviée vers la gauche. Pourquoi? Parce qu'on regarde l'hémisphère sud. Donc, alors il y a un autre impact aussi. Vous voyez que l'effet de Coriolis va être maximal au pôle. Vous voyez que les flèches vont être très fortement déviées vers la gauche plus on s'approche du pôle. Vous voyez que la Croll augmente très fort lorsqu'on se rapproche du pôle et qu'en fait elle est beaucoup plus lâche quand on est proche de l'équateur. D'ailleurs le singe vert qui est à l'écran n'est presque pas dévié. Il lui faut une très grande distance pour être dévié de un quart de tour. Alors dans l'hémisphère nord, comment ça se passe? Eh bien, donc on va refaire exactement la même expérience avec exactement les mêmes directions. Vous voyez que les singes suivent toujours une ligne droite par rapport à leur direction, mais que si on tourne avec la Terre, on aura l'impression, donc c'est pour ça qu'en fait on appelle ça un effet de Coriolis, c'est pas une force, on aura l'impression qu'elles vont suivre des courbes et donc être déviées vers leur droite. Voilà. Et là aussi, vous pouvez voir que cet effet de Coriolis est maximal au pôle et est très faible du côté de l'équateur. Alors on a d'autres manières de visualiser ça à des échelles plus grandes, ici donc sur un plateau tournant. Vous voyez qu'en fait, si on ne tourne pas le plateau qui est sur la gauche et qu'on laisse tomber une bille dessus, vous voyez qu'elle va se déplacer en ligne droite. Okay. Mais maintenant, si on fait tourner ce plateau, on voit qu'en fait la bille va être déviée vers la droite. C'est comme elle ne va plus suivre la ligne jaune, mais elle va être déviée vers la droite. En fait, c'est ce qu'on appelle le trajet apparent. Donc le trajet apparent, c'est cette ligne en pointillé vert qui apparaît. Donc c'est en gros, c'est le trajet que visiblement la bille va faire au cours de sa glissade. Et en fait, le trajet apparent est à différencier ici du trajet réel qui est en rouge. Vous voyez qu'en fait, la bille rouge va partir en ligne droite si on prend un point fixe qui n'est pas celui de, de la, de, du tourniquet, là, du carrousel. Donc sur la Terre, cette déviation est exactement similaire, c'est donc comme si on se trouvait sur un carrousel. Alors, dans l'hémisphère nord, qu'est-ce qu'il faut retenir de Coriolis? C'est que dans l'hémisphère nord, tout objet en mouvement va être dévié vers la droite, ou en tout cas va avoir l'air d'être dévié vers la droite. C'est pour ça qu'on appelle ça un effet de Coriolis et pas une force. C'est pas une force qu'on rajoute qui va tirer l'objet dans un sens ou dans l'autre. Et dans l'hémisphère sud, vous l'avez vu dans un premier temps, c'est que tout objet en mouvement va être dévié vers la gauche. Et donc cet effet de Coriolis va être nul à l'équateur et maximal au pôle, parce que c'est au pôle que vous tournez le plus vite sur vous-même. À l'équateur, vous ne tournez pas sur vous-même, vous tournez autour d'un point, donc vous ne tournez pas sur vous-même. Et donc c'est pour ça que l'effet de Coriolis est nul à l'équateur. Alors, on peut l'illustrer avec deux exemples. Le premier, ce sont les ouragans. Vous voyez très bien qu'en fait, la forme des ouragans est totalement différente en hémisphère nord qu'en hémisphère sud, parce qu'en fait, les vents sont déviés dans un sens ou dans l'autre. Voilà un cyclone qui a touché l'Islande à gauche ici, et donc vous voyez qu'en fait, les vents ici sont dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors qu'en hémisphère sud, vous voyez que de l'extérieur vers l'intérieur du cyclone, eh bien, les vents tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est un cyclone qui a frappé le Brésil.
Un deuxième exemple bien connu de l'effet de Coriolis, c'est celui de la Grosse Bertha. Voilà, c'est un énorme canon, vous pouvez le voir sur la photo en bas à droite, qui était un canon allemand, voilà, et qui bombardait Paris durant la Première Guerre mondiale, donc entre le 23 mars et le 9 août. Et en fait, il tirait à plus de 120 km de distance. Donc les Allemands étaient postés à 120 km au nord de Paris et tiraient depuis ce point-là sur la capitale française. Alors durant les premiers essais, ils visaient Paris, ils étaient vraiment pile poil dans l'axe, et systématiquement, l'obus tombait à droite de Paris, donc plus à l'ouest. Alors pourquoi? En fait c'est très simple, parce que si on fait le calcul, la cible était localisée, donc vous voyez ici sur le parallèle 48 degrés nord, et sur ce parallèle-là, si on fait le calcul, on voit qu'en fait elle tournait à du 1114 km/h. Donc vous prenez la longueur de 1 degré de longitude, que vous multipliez par 360, et là vous obtenez 26 738 km. Donc la longueur du parallèle 48 degrés nord fait 26 738 km. Que vous divisez en 24 heures, ça fait bien 1114 km par heure. Divisé par 60, donc on a ici du 18,6 km par minute. Donc en une minute, la cible, Paris, tourne, bouge de 18,6 km. Le canon, lui, était à 1 degré plus au nord, donc à environ 100 km plus au nord, et donc il était sur le parallèle 49 degrés. Et donc à 49 degrés nord, là on tourne à du 1092 km/h ou du 18,2 km par minute. Et donc vous voyez qu'il y a une différence de 0,4 km par minute entre ces deux localisations. Donc pendant les 20 minutes que l'obus était en l'air, en fait on voit que Paris a bougé de 8 km. Donc vous voyez que systématiquement il tirait à 8 km à l'ouest de Paris. Voilà, donc ici c'est la fin de cette vidéo sur la rotation de la Terre, donc j'espère que vous avez bien compris. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer des questions par le site web ou via Moodle. Et donc voilà, donc on se retrouvera pour la prochaine vidéo d'ici quelques jours concernant la révolution terrestre et ses conséquences. Au revoir!